de trouver des solutions face aux problèmes précédemment cités. Et au sein de ces débats, parfois polarisés, d'autres réflexions plus nuancées naissent. En réalité, les portes d'entrée pour aborder les enjeux relatifs aux éoliens, vous l'aurez compris, sont nombreux. Ce qui nous amène un peu ce soir à cadrer notre approche. Et donc la porte d'entrée que nous empruntons ce soir nous permettra d'une part de faire l'état des lieux au niveau du décret éolien wallon avec ses avancées et ses freins, et d'autre part de nous éclairer brièvement sur la situation actuelle en termes d'implémentation éolien en province de Luxembourg. Alors, en l'absence de cadre réglementaire strict, les citoyens, les promoteurs, les communes articulent leurs revendications et leurs intérêts autour de lignes de conduite qui ne relèvent pour l'instant d'aucun décret. Alors, rappelons évidemment que ces lignes de conduite peuvent être relativement contraignantes. Cependant, rappelons aussi que la concurrence frénétique entre les développeurs mène parfois à certaines dérives qui sont difficilement comprises par les citoyens, et un cadre plus clair permettrait un développement plus harmonieux. Enfin, si l'énergie du vent est un bien collectif, elle appartient à tous et semble devoir profiter à tous. Il serait donc intéressant au cours de cette soirée de se pencher sur la participation financière des communes, des citoyens et du milieu associatif. Et quelles peuvent être les retombées pour les citoyens, les communes et les coopératives. Pour introduire cette soirée, nous accueillons en première partie Johanna Dernancourt, qui est experte éolien, qui est chargée de projet au sein de l'ASBL La Paire, dont la mission est l'accompagnement des citoyens et des collectivités dans leur appropriation de l'énergie vers un système 100% renouvelable, durable et solidaire. Et pour compléter cette intervention, répondra M. Claude Fels, professeur honoraire à Jean Blou Agrobiotech. Donc, suite à ces deux interventions qui dureront respectivement une vingtaine de minutes pour Mme Dernancourt et une quinzaine de minutes pour M. Claude Fels, alors je reviendrai vers vous avec des consignes assez brèves pour pouvoir organiser un peu notre débat. Alors je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée et je passe maintenant la parole à Johanna Dernancourt qui va nous éclairer un peu sur la situation actuelle en termes éoliens et particulièrement avec un regard porté sur la province de Luxembourg. Voilà. Merci pour cette introduction. Alors, je vais peut-être tout d'abord vous reparler un peu de la paire. Donc la paire, c'est pour que vous compreniez d'où je viens et pour quelle association je travaille. La paire, c'est une association, une ASBL indépendante qui est active depuis 1991. Donc ses membres fondateurs, signataires sont des acteurs académiques, associatifs et d'économie sociale qui signent une charte pour l'énergie durable. C'est un organisme d'éducation permanente. Donc nous menons une campagne grand public chaque année. Nous sommes reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ça. Et nous développons une expertise au service de tous, les citoyens, les écoles, les communes, les coopératives, les pouvoirs publics, les PME, les médias et les professionnels de l'énergie. Notre mission, Antonin l'a rappelé, donc c'est l'accompagnement des citoyens et des collectivités dans leur appropriation de l'énergie vers un système 100% renouvelable, durable et solidaire en suivant les principes de la démocratie énergétique. Et nos actions s'articulent, nos actions d'éducation, de recherche non technologique et de facilitation s'articulent autour de 4 axes avec un pôle de communication fort, donc école, citoyens, territoire. Donc nous accompagnons notamment des communes dans la rédaction et la mise en œuvre de leur plan d'action énergie-climat et l'émergence de nouveaux acteurs comme les communautés d'énergie qui vont permettre du partage d'énergie et permettre aux citoyens de prendre une vraie place importante dans le monde de l'énergie. Voilà, alors après cette petite intro, je voudrais recadrer un peu les thématiques de mon intervention ce soir. Donc je vais d'abord commencer par exposer le cadre légal qui régit le développement, le déploiement de l'éolien en Wallonie. Je vais le faire de façon assez théorique et objective. Et puis je vais
dans un second temps, dresser l'état des dynamiques de développement éolien sur la province au 31 décembre 2019. C'est la dernière date auquel les statistiques de développement ont été tirées. Donc, on les tire chaque année en fin d'année. Et ça va me permettre d'exemplifier le processus d'octroi de permis, en fait, d'utiliser l'exemple de la province du Luxembourg pour vous montrer comment on arrive au final à ériger des éoliennes, quel est le long cheminement pour y arriver. Et puis après, en fait, les constats qu'on aura pu tirer à observer ces dynamiques de développement amèneront une série de questions et une ouverture sur le débat qui va suivre. C'est un peu le pari que je fais, en tout cas, avec ma présentation. Donc, pour plonger tout de suite dans le vif du sujet, donc le cadre légal pour l'éolien en Wallonie, il est structuré autour de 3 grands documents. Le premier, oui, désolé, je ne sais pas si vous entendez le train qui passe, j'habite juste à côté d'une gare, donc il faudra juste un peu de perturbation sonore parfois. Mais, Ça va, ça ne s'entend pas trop. Ça va, ça ne s'entend pas fort, parfait. Donc, il y a 3 grands documents qui structurent le développement et le déploiement éolien en Wallonie. Le premier, c'est le code d'été. Je vais chaque fois je vais détailler par la suite, hein, mais comme ça, vous avez un peu une vision d'ensemble. Le code d'été, c'est le code de développement territorial. Ensuite, il y a les conditions sectorielles et le cadre de référence. Donc, ce sont 3 documents spécifiques qui mis ensemble, actuellement, forment un cadre autour du développement éolien en Wallonie. Ces cadres sont, enfin, ces documents, ou disons, cette législation au sens large, est assez fortement contestée aujourd'hui de toutes parts, enfin, surtout au niveau des anti-éoliens. Donc, les anti-éoliens, ces dernières années, s'attellent à chercher des failles juridiques à l'ensemble des documents et de l'ensemble de la législation qui entoure l'éolien. Et donc, ça entraîne une assez forte instabilité juridique et une forte frilosité, on pourra en reparler, du politique à changer ces cadres réglementaires, parce que chaque fois, forcément, qu'on change des lignes réglementaires, ben, on ouvre la porte aussi à des possibilités de recours, etc., au niveau de la législation. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Et ça explique en tout cas la faible probabilité aujourd'hui de se voir développer un décret qui est une réglementation beaucoup plus stricte et plus forte que ce qui existe aujourd'hui. Mais je vais détailler un petit peu plus juste maintenant. Donc, le premier élément de la législation, c'est le Code de développement territorial. C'est un outil réglementaire au sens large pour l'ensemble de l'aménagement du territoire en Wallonie. Donc, il a remplacé il a été adopté en 2016, il est rentré en vigueur en 2017 et il a remplacé ce qu'on appelait le Quatup avant. Et lui, donc le Code d'été a un chapitre spécifique concernant les éoliennes et il y reconnaît explicitement la finalité d'intérêt général pour la production éolienne exclusivement destinée à la collectivité, c'est-à-dire que les grandes éoliennes qu'on appelle éoliennes industrielles. Donc les grandes éoliennes de plus de 3 MW sont reconnues comme étant utiles à la collectivité. Ça peut paraître assez logique dans la mesure où c'est un instrument de production collective d'électricité, mais ce n'était pas le cas jusque-là. Et donc ça a introduit une nouveauté en 2016, enfin 2017. Ce code de développement territorial a rendu obsolète une partie des dispositions du cadre de référence de 2013, notamment en ce qui concerne les zones d'exclusion territoriale. Donc, le cadre de référence qui a été rédigé en 2013 excluait par exemple toute la zone forestière et les zonings, les parcs d'activité économique étaient exclus aussi du développement éolien. Avec le code d'été, le législateur a levé cette interdiction-là. Et il y a aussi
dans le CODT la notion de zone capable, c'est-à-dire que ce sont des zones où le développement éolien devient conforme et où le développement éolien est plus, disons, privilégié. Donc, c'est la zone d'activité économique, la zone d'agricole à proximité des zones d'activité économique et la zone forestière à proximité des grands axes structurants. Donc, les routes, les grosses routes nationales, disons, les autoroutes, qui sont déjà considérées comme des saignées dans le paysage, sur le plan de l'aménagement du territoire et de l'impact visuel et également en termes de bruit. Et donc, le législateur a considéré qu'on pouvait implanter dans la zone forestière autour de ces grands axes de communication, dans une bordure de 750 mètres de part et d'autre, des parcs éoliens. Il y a toutefois une nuance, c'est que la zone forestière ne peut pas être considérée, enfin ne peut pas être un peuplement de feuillus, c'est-à-dire que on considère, donc les naturalistes considèrent aujourd'hui que on n'implante pas d'éolien dans une zone forestière où il y a du feuillu, uniquement où il y a du conifère, parce que la valeur biologique de ces forêts-là est beaucoup plus importante. Donc, il y a trop d'impacts en fait environnementaux. C'est ce qu'on considère à l'heure actuelle, en tout cas. Il y a trop d'impacts environnementaux pour y implanter de l'éolien. Alors, le second volet de réglementation, ce sont les conditions sectorielles. Là, c'est un arrêté du gouvernement wallon, donc ce n'est pas un décret tel quel, ce n'est pas voté par le Parlement, ce n'est pas adopté par le Parlement, c'est bien un arrêté du gouvernement wallon. Et les conditions sectorielles sont liées au permis d'environnement. Donc, chaque éolienne, pour être érigée, a besoin d'un permis d'environnement. Au-delà de 3 MW, il y a une étude d'incidence environnementale spécifique qui doit être réalisée. Et donc, on doit lui délivrer un permis spécifique. Et donc, elle doit pouvoir répondre aussi à des conditions spécifiques, donc pour le secteur éolien. Les premières conditions sectorielles ont été adoptées en 2014 et c'était essentiellement, on a rédigé en 2014 les conditions sectorielles essentiellement pour répondre à justement un recours des anti-éoliens qui avaient introduit systématiquement des recours par rapport aux normes de bruit qui étaient définies dans les permis éoliens à l'époque. Et donc, le législateur a quelque part été contraint de rédiger des conditions spécifiques pour l'éolien. Alors, vous voyez donc le contenu de ces conditions à l'écran. Il a fait, donc ces conditions sectorielles ont fait l'objet d'un autre recours, donc d'un recours de Vendraison, donc la principale association anti-éolienne en Wallonie, et il a été annulé avec un maintien des effets jusque fin novembre 2020, donc on y est quasiment. Pour éviter qu'il y ait un vide juridique en fait, parce que le principe était que si les permis étaient délivrés sur une base juridique qui était instable ou inexistante en fait, il n'était pas possible de déployer de l'éolien correctement, de façon juridiquement stable en fait, sans maintenir les effets des conditions sectorielles. Donc un nouveau texte de conditions sectorielles a dû être rédigé et il a été soumis à enquête publique. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Au printemps, il y a eu une grosse enquête publique sur l'éolien en Wallonie et c'était justement pour avaliser, enfin en tout cas demander l'avis de la population sur ces conditions sectorielles. Aujourd'hui, les résultats de l'enquête publique ont été analysés et un nouveau texte a été adopté
adopté, je l'ai appris juste ce soir, donc j'ai eu le texte, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'analyser. Le texte a été adopté en deuxième lecture au gouvernement wallon la semaine passée, donc le 12 novembre. Et en considérant qu'il faut consulter aussi l'Europe pour ce type de texte, etc., ça devrait être d'application pour la fin janvier 2021. Donc vous voyez que le parcours des différentes réglementations est un peu chaotique, disons, et difficile, en tout cas, parce que clairement, beaucoup d'associations et de riverains ou d'associations anti-éoliennes, je vais dire, ont fait leur bataille, un combat contre la réglementation actuelle. Alors, il y a le troisième volet, le cas de référence, qui n'a pas, lui, de force légale stricte. Il encadre l'implantation des éoliennes d'une puissance supérieure à 100 kW en Wallonie et il date de 2013. Donc, au vu de l'évolution technologique de l'éolien, il commence à être clairement un peu obsolète. Et d'ailleurs, certaines de ces dispositions ne sont aujourd'hui plus respectées par les développeurs éoliens. En gros, il définit les règles qui régissent le déploiement de l'éolien sur le sol wallon en introduisant des balises pour la qualité de vie des citoyens, la protection de la biodiversité, la préservation des paysages et pour encourager la participation citoyenne. Donc, il y a question notamment de confort visuel avec des distances à l'habitat, la réglementation par rapport à l'effet d'ombre portée ou l'effet qu'on appelle généralement l'effet stroboscopique, des références par rapport à la covisibilité mais qui sont occupées à évoluer et également des consignes par rapport à l'intégration paysagère. Et alors, il introduit aussi la notion d'ouverture des projets aux coopératives et aux communes, qui est chère évidemment aux coopératives citoyennes, avec la priorité aux coopératives en ancrage local et aux communes concernées, et la possibilité de monter dans le capital des projets à hauteur de 24,99% pour les citoyens et 24,99% pour les communes. Donc c'est bien une possibilité qui est laissée, il n'y a aucune obligation à ce niveau-là, sinon les chiffres que je vous présenterai dans quelques minutes seraient bien supérieurs en termes de participation citoyenne. Alors, je vais passer donc à l'exemplification après cette petite partie un peu théorique. J'espère que vous avez tous bien suivi. Donc, je vous parlais d'un état des lieux qui a été réalisé au 31 décembre dernier. Je vais passer en revue les projets sur la province du stade le plus avancé, c'est-à-dire les projets qui sont en fonction, les éoliennes qui tournent effectivement, au stade le plus incertain, donc les études d'incidence. Les cartographies que je vais présenter et bien d'autres, en fait, parce que je n'ai pas repris toutes les cartographies qui ont été réalisées ici dans la présentation, sont disponibles à cette adresse. Et ce travail a pu être réalisé avec le soutien financier de la province du Luxembourg dans le cadre de son programme PEPSLUX, dont je tiens à les remercier ici. Alors, au niveau des parcs en fonction, la province compte aujourd'hui 40 éoliennes en fonction, réparties dans 7 parcs, principalement à l'est et sud-est de la province. Une éolienne a été mise en service en 2019 en extension du parc de Saint-Aude. Donc, vous voyez ici les parcs qui se répartissent sur ces communes ici, vraiment à l'est et au sud-est de la province. En construction, donc on a 14 éoliennes qui sont en construction sur 3 parcs à Neufchâteau, l'Église et Fauvillers. Ce sont 3 nouvelles communes en fait, donc il n'y a pas d'éoliennes actuellement sur ces communes. Et on a aussi un parc, maintenant j'ai eu l'information que ces travaux ont bel et bien été réalisés. Il y a 6 anciennes éoliennes, les toutes premières éoliennes le premier parc belge en fait, qui ont aujourd'hui été démantelées et qui ont été remplacées par 4 éoliennes qui vont être remplacées par 4 éoliennes de plus forte puissance. Donc
c'est ce qu'on appelle un repowering. Donc après 20 ans ici quasiment, ces éoliennes ont été démantelées, donc démontées, et elles ont été remplacées par 4 éoliennes plus puissantes. Et donc ça permettra un gain en production. Je peux vous trouver les chiffres si vous le souhaitez, je ne les ai pas mis là, mais je peux les trouver si vous le souhaitez lors du débat. On a un projet qui est définitivement autorisé pour une éolienne de moyenne puissance pour alimenter l'entreprise Saint-Gobain-Autovert à Bastogne. C'est une éolienne. Au départ, le promoteur avait introduit un permis pour une plus grosse éolienne, mais il n'a pas été accepté, donc il a dû diminuer la puissance. Et du coup, la rentabilité du projet est assez faible et il faudra voir si sa construction va effectivement se réaliser. Et le développeur privé a cédé son projet à Mobilet, donc qui est un développeur qui est aujourd'hui proche du milieu coopératif citoyen en Wallonie. Donc voilà, ça c'est la synthèse un petit peu pour les projets éoliens qui sont existants, donc en fonction, en vert foncé, qui vont sortir de terre bientôt, donc, ou si ce n'est pas déjà le cas, qui sont donc en construction. Il y a les éoliennes ici, on les voit en surimpression en quelque sorte, vu que les nouvelles éoliennes vont les remplacer. Ici, les éoliennes qui seront démantelées, ou qui ont été démantelées, pardon, à Saint-Aude. Voilà. Et alors, en jaune ici, l'éolienne de Bastogne qui est autorisée. Alors, je vous disais, on a quelques exploitants citoyens et également des communes et des intercommunales qui participent à l'exploitation des parcs en province du Luxembourg. Mais vous voyez que la majorité, donc 90%, sont exploités par des entreprises privées. 6% ce sont des intercommunales, ce sont surtout, donc ici j'ai regroupé les parcs en fonction, en construction et les autorisés. Donc là on a surtout les intercommunales, ce sont les parcs qui sont exploités par Engie et dans lesquels il y a Wind4 Wallonia qui est présent. Et Wind4 Wallonia est un exploitant, à 50-50 intercommunale et Engie Electrabel. Et donc, l'intercommunale luxembourgeoise qui participe à Wind4 Wallonia, c'est la Sofilux. Les 4% ici, mais ça témoigne quand même d'un fort dynamisme de la province en matière d'implication citoyenne dans l'exploitation des parcs éoliens. Donc, on pense à l'éolienne de Hondelange, Mésancy, exploitée par Vent du Sud et d'autres coopératives. On a évidemment les parcs en construction à Fauvillers et oui, c'est ça, à Fauvillers. Donc Lucéol qui est présent à ce niveau-là. Voilà, et alors il y a un petit pourcent qui est la commune de Mésancy qui a des parts dans le parc éolien de Hondelange également. Au niveau de la demande de permis, donc vous voyez que je m'éloigne au fur et à mesure que j'avance dans l'exposé, la probabilité de réalisation en quelque sorte du parc éolien devient peut-être plus faible. Donc maintenant, on est dans des projets qui sont en demande de permis. Donc là, on a 2 projets qui sont en demande de permis. À Nives, à Vaux-sur-Sûre, 4 éoliennes et à Baie, Nantimont, 2 éoliennes. Ces 2 projets, et là, Lucéol est également présent dans le développement. Ces 2 projets se situent le long d'axes autoroutiers et intègrent les concessions octroyées par la Sofico sur les aires autoroutières. Donc, ça veut dire que la Sofico, qui gère les aires de stationnement, les aires de repos au niveau des autoroutes, ont lancé un grand appel il y a quelques années pour équiper ces aires d'éoliennes. Et ce sont deux de ces projets, en fait. Et donc, je le disais, le projet de Nantimont est porté par un collectif de coopératives citoyennes, dont Lucéol, et Belgian Eco Energy, qui est un développeur privé belge.
L'issue de ces projets est encore incertaine, donc clairement, ben voilà, les études sont terminées, les projets sont déposés, mais il n'y a pas de garantie qu'ils soient effectivement octroyés et que ces éoliennes sortent de terre. Puis on a énormément de projets en études d'incidence sur la province, donc c'est le tout premier stade en quelque sorte pour des projets éoliens. Ce sont des projets qui ne sont pas encore déposés, donc le dossier n'est pas ficelé. On a des études d'incidence qui durent au minimum 1 an, donc on doit évaluer en fait toutes les incidences du projet éolien sur l'environnement dans toutes ses composantes, l'air, le bruit, les impacts sur l'avifaune, sur les chauves-souris, sur le charroi du chantier. Enfin, il y a énormément d'incidences qu'on étudie dans ces différents projets. Et vous voyez que 28 projets sont en cours d'étude pour 135 éoliennes. Et la zone couverte par ces projets s'élargit à beaucoup de nouvelles communes par rapport au développement actuel, en fait. Et il se renforce dans des communes qui ont déjà de l'éolien sur leur territoire. On voit, donc, quand on analyse un peu les projets, on voit qu'il y a énormément de projets à proximité des axes autoroutiers, soit en zone forestière, soit en zoning. Donc, ce sont ces fameux changements qui sont apportés par le Code de développement territorial, ces fameuses zones capables, qui ont été privilégiées par les développeurs. Les concessions Sofico, dont je parlais, donc sur les aires d'autoroute concernent et leurs extensions. Parfois, le développeur à la concession Sofico et continue le développement soit en zone agricole, soit en zone forestière à proximité. Cela concerne 6 projets pour 14 éoliennes. Et l'issue de tous ces projets est évidemment très incertaine. Certains d'entre eux pourraient être mutuellement exclusifs, donc j'en ai parlé. Il y a des règles de covisibilité, il y a des règles d'interdistance entre les parcs qui pourraient faire que si un parc sort de terre, ben, un autre ne pourra pas être développé. Voilà, donc ça permet de voir un petit panorama. Je suppose que le PowerPoint sera disponible après la soirée, donc vous pourrez regarder ces chiffres tranquillement chez vous par la suite. Donc ce qu'on voit ce qui est intéressant en termes de chiffres, c'est qu'on voit vraiment que voilà, il y a une énorme quantité de projets, que ce soit en termes de nombre de projets ou en termes de puissance installée, qui sont actuellement à l'étude sur la province du Luxembourg. Et c'est comme ça, enfin voilà, c'est un développement qu'on observe évidemment dans toute la Wallonie. C'est pas l'apanage du Luxembourg spécifiquement. Je vais montrer les chiffres juste après. Donc tout ça, ça représente quoi? Aujourd'hui, disons fin 2020, donc fin de cette année, on couvre avec les éoliennes qui sont installées approximativement 11% de la consommation électrique du territoire. Et si on se projette en 2030, donc en faisant des hypothèses sur l'installation des différentes éoliennes, les différents projets qui sont en cours, en fait, tout en sachant qu'il faut à peu près, quand un projet rentre en étude d'incidence, il faut au moins 5 ans pour qu'il sorte de terre. Donc, il faut, voilà, on se projette de cette façon-là. Donc, on montrait la couverture de la consommation électrique du territoire à environ 22%. Donc, on doublerait la couverture. En considérant que cette consommation électrique reste constante, qu'il n'y a pas un transfert ou qu'il n'y a pas une augmentation ou une diminution de la consommation électrique. Si on remet en perspective, si on prend un peu de distance par rapport au territoire provincial et qu'on remet en perspective par rapport à la Wallonie, on voit que aujourd'hui, la contribution de la province dans les objectifs éoliens en Wallonie
est en ligne avec la part de la population et sa part de consommation par rapport au total wallon. On est à 8-9% de contribution, en quelque sorte. Mais pourtant, on a une grande superficie territoriale de la province du Luxembourg. On a 26%, elle représente 26% du territoire wallon. Et on a une très faible densité de population, ce qui pourrait porter à croire que oui, il y a plus de possibilités de développer de l'éolien au Luxembourg que dans d'autres provinces, vu que quelque part, on est moins impacté par moins que dans d'autres peut-être moins que dans d'autres provinces, on serait impacté par les normes, les règles en matière de distance aux habitations. Mais en fait, il y a deux contraintes importantes au déploiement. Ce sont les zones sous contrainte militaire. Donc, il y a une très grande partie du territoire, je peux vous sortir le chiffre aussi si vous le souhaitez, une très grande partie du territoire, plus de 20% je pense, qui est sous contrainte militaire. Donc ça veut dire que ce sont des zones avec du survol d'hélicoptères ou du survol une activité en tout cas militaire qui impose qu'il n'y ait pas de développement éolien sur ces zones-là. Il y a également beaucoup de zones qui sont protégées au niveau biodiversité, donc soit dans zones forestières de feuillus ou d'autres zones type Natura 2000 et autres, où actuellement on décide de ne pas implanter de l'éolien parce qu'on considère que l'éolien et la biodiversité, et on considère à juste titre que l'éolien et la biodiversité doivent aller de pair. Voilà. Néanmoins, c'est une province qui est de plus en plus prisée par les développeurs éoliens le long des grands axes de communication et les projets sur aire d'autoroute, comme je l'ai dit, et également l'ouverture de la zone forestière. Et je l'ai dit aussi, donc on a une implication citoyenne et communale dynamique, donc avec 3 grandes coopératives présentes sur le territoire et également des initiatives sur des terrains publics. Donc, je pense par exemple à Oufalis qui a ouvert des terrains communaux au développement éolien. Je vous disais, on a le même type de dynamique en Wallonie. Donc, on a actuellement 1036 MW installés en Wallonie. Vous voyez que les chiffres sont similaires, similaires aux dynamiques qu'on peut observer sur le territoire de la province. Et on a 1810 MW soumis à étude d'incidence, donc presque 2 fois plus que ce qu'on a là, et on a près de 800 MW qui peuvent se concrétiser dans les 2-3 années qui viennent. Parce qu'ils ont reçu un permis ou parce qu'ils sont en recours au Conseil d'État mais ont déjà obtenu un permis, etc. Ou qui sont en construction, bien entendu. Alors, j'en viens tout doucement à la fin de mon intervention. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un cadre stratégique, d'un autre cadre stratégique de développement au niveau wallon? Donc, on le voit, il y a beaucoup de projets en développement et dans certaines communes, ils sont mutuellement exclusifs. Donc, il y a des communes où il y a plusieurs projets qui sont en cours et ils ne sont pas compatibles. Donc, ça entraîne des difficultés de compréhension pour les riverains en matière de règles, en matière de logique de développement. On est sur une règle du premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire que le premier promoteur qui dépose son projet aujourd'hui peut obtenir en fait le projet, la zone en fait, vu que de facto il va bloquer d'autres développements. Donc c'est un peu comme si on mettait des drapeaux sur le territoire en quelque sorte. Et aujourd'hui, il n'y a pas dans la réglementation de possibilité d'arbitrage entre différents projets qui pourraient être concurrentiels. Tout ça mène les pôles aménagement du territoire et environnement du Conseil économique et social de Wallonie. Ils ont émis
très récemment un avis d'initiative. Donc, ce sont 2 instances qui analysent la qualité des projets éoliens, donc des études d'incidence éolienne. Et eux estiment que c'est difficile d'évaluer les incidences environnementales et de juger des incidences environnementales pour les différents projets, et que le cadre de référence vieillissant ne permet pas d'avoir assez de balises aujourd'hui pour prendre des décisions. Donc, eux proposent 3 éléments. Donc, de développer un cadre synthétique au statut juridique clair qui viendrait en fait compléter remplacer en fait le cadre de référence, mais qui viendrait compléter les 2 franges de réglementation existantes qui sont un peu plus fortes et qui viendraient en fait complémenter, mais aussi, je vais dire, compléter ces documents réglementaires. Développer des outils de planification spatiale, ça permettrait, selon eux, d'arbitrer entre les projets et de mettre, par exemple, en avant des zones où on doit préserver à tout prix la biodiversité, enfin, spécifiquement des zones où on décide de préserver la biodiversité, donc de ne pas implanter de l'éolien. Et le 3e volet de proposition, c'est une stratégie de suivi des impacts des parcs qui serait documentée et qui pourrait permettre d'objectiver aussi pour les citoyens les différents impacts et qui pourrait amener peut-être plus d'acceptation ou d'acceptabilité des différents projets. Alors, évidemment, en pratique, c'est très difficile à mettre en place vu que près de 800 MW sont déjà octroyés. Il y a un peu plus de 1000 MW en fonction. 800 MW sont déjà presque octroyés, enfin sont déjà octroyés. Et il y a un peu plus de 2000 MW en cours d'étude. Donc, il y a une vraie dynamique de développement. Les développeurs ont aussi évidemment mis en place fait beaucoup de dépenses en matière d'études d'incidence. Et donc, politiquement, c'est difficile pour le législateur de mettre un coup de frein, de faire table rase de tout ça et de dire, OK, on recommence et on va mettre en place une stratégie. Donc, voilà, Monsieur Fels peut-être va en reparler juste après. Il y a eu en 2013 un essai de repartir sur une cartographie, sur un déploiement plus construit, mais qui n'a pas abouti. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, ça paraît encore plus difficile de mettre cela en place. Et alors, je vais juste terminer sur le futur. Est-ce que l'éolien est-ce qu'on va ouvrir plus largement l'éolien en zone forestière, dans d'autres zones forestières? Est-ce qu'il va y avoir des levées de contraintes militaires? Donc, est-ce qu'on va donc ouvrir de nouvelles zones? Et est-ce que là, sur ces nouvelles zones, est-ce que ce ne serait pas une opportunité de tirer les leçons du passé et de planifier justement le développement sur ces nouvelles zones avec des procédures d'appel d'offres, avec des objectifs clairs, etc. Voilà, ça pourrait être une piste pour le futur. Et le reste, je le laisse pour le débat. Merci. Merci beaucoup. Donc, je propose en fait tout de suite de peut-être éventuellement garder vos questions pour justement le débat. Et il y avait des participants qui m'ont demandé si on aurait accès évidemment au PowerPoint qui vient d'être présenté. Et donc, on se chargera évidemment de vous le renvoyer par la suite. Et alors, je vais directement passer avant le débat et laisser la parole à Monsieur Claude Feltz. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Oui, moi je vous entends. Ah, ben voilà. Vous m'entendez? Oui, en tout cas, je pense que c'est OK. J'essaye le partage d'écran. Oui. Voilà, ça fonctionne. Est-ce que vous avez mon écran?
Oui, tout à fait. Bien, donc Madame Dernoncourt a montré d'une part le contexte juridique et son évolution, et d'autre part l'état des lieux sur ce qui se développe dans la province de Luxembourg en particulier actuellement. Je vais donc, puisqu'il m'était demandé de contribuer sur le point de vue de l'aménageur du territoire, des difficultés, je vais introduire ça en commençant effectivement parmi les premières éoliennes, en tout cas les premières éoliennes en province de Luxembourg. Ceci est devenu un document historique puisque les éoliennes originelles de 105 mètres et 35 mètres de rayon, donc 70 mètres de rotor comme on dit habituellement, ont disparu pour faire place à une nouvelle génération d'éoliennes. Madame Dernoncourt l'a déjà rappelé. Alors, je voudrais rapidement brosser la manière dont on a évolué sur ces 20 dernières années, parce que je pense que c'est important à comprendre certains aspects qui ont été évoqués par Madame Dernoncourt, entre autres, qu'est-ce qu'il y a déjà acquis et qu'est-ce qui bloque. On peut considérer que jusque dans les années 2000, grosso modo, on était dans un contexte d'expérimentation individuelle relativement peu encadrée. Il y a des expériences qui remontent, je dirais, très très loin. Je vois d'ailleurs Jacques Mambourg présent là, donc c'est un des très anciennes opérations. Et 2000, c'est la Convention européenne du paysage qui a apporté l'obligation pour les signataires de prendre en compte le paysage dans leur aménagement. Et donc, par cette convention à laquelle la Wallonie a adhéré très rapidement, le gouvernement wallon s'obligeait à expliciter un certain nombre de critères et trouver des formules pour faire en sorte que la politique éolienne qui se mettait petit à petit en place puisse tenir compte des réalités spécifiques de notre paysage de Wallonie et surtout de sa grande diversité. Et donc, sous le ministre Forêt, au début des années 2000, il nous a été demandé de mettre au point une méthode cartographique d'expression des contraintes environnementales et paysagères qui devrait encadrer la mise en œuvre de l'éolien. Et d'où, dès 2004, sortait cette première carte des contraintes territoriales à l'éolien, où on avait cartographié une trentaine de critères qui essayaient d'expliquer, de mettre en évidence quels sont les endroits où il vaut mieux ne pas aller parce qu'il y a des contraintes, qu'elles soient humaines, qu'elles soient environnementales, voire techniques, importantes. Sous le ministre Antoine, dans la législature suivante, cet objectif paysager a continué à s'affirmer de manière importante, mais la volonté ministérielle du ministre Antoine était de laisser la main aux développeurs éoliens. Il n'y avait pas alors une volonté, en tout cas ministérielle, d'aller vers une planification d'orientation, même si très très rapidement, avec la carte des contraintes, la CRAT à l'époque avait insisté pour qu'on passe rapidement d'une carte des contraintes à une carte positive. Mais donc, pendant la législature où le ministre Antoine avait la compétence dans cette attribution, il n'y a pas eu vraiment de progrès important, sauf dans la maturation en ce qui concerne le paysage. Et donc, je rappelle ici l'exemple de la carte qui était mise au point dès 2004, mais qui n'a pas été diffusée à l'époque. Il faudra attendre la fin des années 2010, enfin 2000 et autour de 2010, sous les ministres Henry et Nollet, pour qu'il y ait vraiment une volonté de prendre le problème à bras-le-corps. Peut-être en allant trop loin, c'est une des questions qui peut se poser en débat, puisque
Donc, il y a eu adoption à l'époque du cadre de référence dont Mme Derloncourt a parlé, donc cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Wallonie, qui a été approuvé par le gouvernement en 2013, qui édictait un certain nombre de règles et de normes, dont une partie est obsolète, comme il a été dit, n'est plus d'application, mais dont certaines parties, même non d'application, sont toujours utilisées ou appliquées par les promoteurs éoliens eux-mêmes. Ce qui était nouveau avec les ministres Henry et Nollet, c'est qu'on est passé d'une carte des contraintes à une carte positive de référence dont le gouvernement avait approuvé la méthodologie en juillet 2013. Et puis, il y a eu une étude, c'est un rapport sur les incidences environnementales et de la carte et du cadre de référence qui a été mené pendant le premier semestre de 2013. Et tout cela a fait l'objet d'une enquête publique et de débats importants, assez houleux d'ailleurs, d'où un certain nombre d'oppositions, à la fois du côté des développeurs qui ne voulaient pas se voir imposer un cadre trop strict, et en même temps opposition d'une certaine de population, pas encore mûre, pourrait-on dire, beaucoup d'expressions de NIMBY, de ce que j'appellerais mon paysage, c'est-à-dire pas nécessairement du NIMBY, mais une frilosité par rapport à des évolutions importantes, d'où ont surgi d'importantes dissensions politiques à l'intérieur du gouvernement de l'époque, qui n'a pas permis aux deux ministres écolos de faire aboutir leur projet. S'en sont suivies les élections. Donc je rappelle qu'après la carte des contraintes qui avait été travaillée auparavant, le ministre Henry et le ministre Nollet ont passé commande de la carte des potentiels vents de l'ensemble de la région wallonne. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que les potentiels les plus importants sont ici en vert et les plus mauvais sont plutôt en rouge-brun, ton brique. Et vous voyez quand même, c'est important à bien identifier, que la Wallonie est caractérisée par des grands gisements venteux qui concernent un peu moins la province de Luxembourg, ce qui permettrait aussi d'expliquer la faible proportion, même si en fait les zones rurales sont importantes. Vous suivez vous voyez ma flèche? Oui, on donc, voit. vous voyez l'ensemble de SB et zones limoneuses, donc ce qu'on appelle généralement la moyenne Belgique. Vous voyez ici la zone des hauts pays et puis toute la bande du Condro jusqu'en pays de Herve. Et avec la Famenne et les contreforts très encaissés de l'Ardenne, vous voyez que cette zone-ci est relativement peu propice en zone favorable. Attention qu'à l'époque, dans le schéma de la carte du potentiel vent avait été intégrée la rugosité spécifique du milieu forestier. Et si on vient en province de Luxembourg, on voit que l'Ardenne centrale, vous voyez grosso modo depuis Neuchâteau jusqu'à Vielsalm, présente ici une zone de potentiel vert relativement importante. En ce qui concerne le sud Luxembourg, c'est un peu plus mitigé puisque seule la vallée de l'Asmois est relativement ouverte et plus faiblement la vallée de la Vire. Ce qui a permis de mettre en évidence quelles sont les zones qui présentent un potentiel suffisamment significatif que pour être mis en valeur. Et on a considéré que c'était au-delà de 4,5 gigawattheures par an par kilomètre carré que ça valait la peine de s'engager dans une valorisation de production. Et donc, en croisant ce qui était la première carte des zones d'exclusion avec la carte des potentiels vents, on arrivait à ce qu'on a appelé à l'époque des zones dites favorables, où vous voyez s'exprimer
ce qui a été dit tout à l'heure, donc les grands gisements de la moyenne Belgique, la zone des Hauts-Pays, les gisements condrusiens, l'Ardenne centrale jusqu'à Vielsalbe et quelques, vous voyez, très petites unités relativement confetties dans le sud de Luxembourg. Des sites favorables que l'on vient de voir précédemment, on est passé à cette notion de site adéquat, dans la mesure où le crible qui était passé à ce moment-là, c'est de considérer que, c'était d'ailleurs inscrit dans le cadre de référence, mais ce n'est pratiquement plus appliqué, que pour mettre en œuvre un schéma éolien, comment je veux dire, qui évite la dispersion, il fallait s'orienter vers des champs éoliens de minimum 5 mâts. Ce qui fait qu'à un certain moment donné, on a dû faire disparaître toute une série de toutes petites unités qui ne permettent que de mettre au plus un ou 2 mâts. Et donc ces documents, vous les avez sans doute, pour ceux qui s'y intéressent, consultés, ils sont encore disponibles. Donc c'est le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes approuvé par le gouvernement wallon du 21 février 2013, et ça a été l'élaboration de la carte positive de référence adoptée par en première lecture par le gouvernement en juillet 2013. Donc à l'époque, cette valorisation, donc au-delà de 4,5 gigawattheures par an, a essayé aussi de se donner un certain nombre de critères complémentaires qui étaient donc la concentration pour éviter une dispersion trop importante, l'optimisation des potentiels et la minimisation des impacts dans toute la mesure du possible. C'est qu'exprimait cette carte-là. Et donc, je conclus cette période du gouvernement de Rudy Demotte, où c'était les ministres Henry et Nollet qui étaient à la manœuvre sur la question, en montrant en fait la carte positive de référence qui traduisait le cadre actualisé associé à un productible minimal par l'eau et qui permettait de développer le grand éolien avec un objectif de 3800 gigawattheures à l'époque à l'horizon 2020. Et je titre, si vous voyez, un pas trop tôt, définition d'un objectif de production par l'eau. Les ministres Henry et Nollet tenaient absolument à ce qu'on évalue le productible et que si on mettait en œuvre au niveau régional, les gens qui mettent en œuvre s'engagent à optimiser ou à maximaliser la production. Mais on peut se demander maintenant si ce n'est pas cette carte, c'est pour ça que je pose la question si ce n'était pas trop tôt, est-ce que ce n'est pas cette carte qui a suscité et du côté des promoteurs et du côté de la population une réaction négative, les uns ne voulant pas s'obliger à une performance qui ne pouvait peut-être pas nécessairement tenir, les autres ayant peur qu'on aille vers une trop grande intensité ou intensivité de la chose. Et vous voyez que la carte des zones favorables a été soumise à enquête publique. J'avais téléchargé à l'époque celle qui concerne ma commune. Mais vous voyez par exemple qu'un site qui est parmi ceux qui est à l'étude pour le moment, partagé entre la commune d'Aubange et la commune de Musson, regroupe en fait toute une série de petits confettis de zones capables potentielles, mais ça présuppose qu'il y a énormément de contraintes à assumer. D'où, suite à l'enquête publique et à tous ces débats en automne 2013, avec les diverses oppositions qui se sont marquées tant du côté des développeurs que de la population, le projet, en fait, n'a pas abouti.
Donc, dans la législature suivante, c'est le ministre D'Antonio qui avait la main sur la question. Il a voulu surtout tempérer les choses et préparer, mettre en œuvre la résolution d'un certain nombre de problèmes juridico-techniques sur lesquels Madame Dernancourt est revenue et que je ne développerai pas. Et donc, c'est en 2018 que le ministre D'Antonio a présenté sa Pax Eolenica, qui, d'une part, a ouvert la place à des ajustements par rapport au CODT qui étaient menés en même temps, qui a abouti en fin de législature à la transcription des conditions sectorielles qui continuent dans le gouvernement suivant maintenant, a implicitement abouti à l'abandon d'un certain nombre de critères paysagers qui n'avaient jamais été explicitement, été approuvés, mais qui étaient utilisés. En particulier, je peux souligner par exemple la question des zones sommitales de Wallonie. Il y avait un consensus dans le gouvernement de Motte sur le fait qu'on n'allait pas aller toucher au plateau des Hauts-de-Fagne, au plateau des Tailles et au plateau de Saint-Hubert, par exemple, qui sont des zones écologiques relativement importantes, toutes et en même temps, je dirais, le sommet de nos petites montagnes. Il y a des projets qui ont abouti dans ces zones-là récemment. Le ministre D'Antonio aussi était celui qui a promu la Sofico et ses propositions. Donc l'idée de l'appel d'offres Sofico, c'était de faire en sorte qu'on puisse implanter des mâts éoliens et donc avoir la rente énergétique au profit de terrains publics. Même si ça pouvait être une approche théorique relativement intéressante, en tant que membre du pôle aménagement, je peux vous dire que parmi tous les dossiers qui ont été étudiés à l'initiative de cet appel Sofico, il y en a beaucoup qui posent des problèmes et qui ont reçu des avis défavorables. Donc, grosso modo, nous sommes arrivés en 2020. La situation actuelle, acquis et difficultés, et puis je terminerai ma présentation par quelques éclairages pour une meilleure participation du projet éolien à l'aménagement de territoire. Donc, ma question n'est pas de remettre en cause l'objectif de la contribution de l'éolien globalement à une promotion d'une énergie renouvelable, décarbonée et qui puisse à terme prendre le relais pour l'énergie nucléaire dont on sait que le problème des déchets n'est pas du tout résolu. Mais la question est de se poser à tout endroit et à tout moment comment en fait intégrer au mieux ces grandes infrastructures que sont des mâts éoliens, je dirais dans le contexte de l'aménagement de territoire. Alors, le cadre de référence, même s'il a subi quelques accros, il reste pour le moment quand même la référence. La carte positive, par contre, n'a jamais été confirmée. Un certain nombre de critères qui y avaient été développés ont été retenus et d'autres sont abandonnés. Entre autres, la protection des forêts a, je dirais, été largement tempérée, en particulier le long des grandes infrastructures, mais grosso modo, les grands massifs forestiers feuillus essentiellement ne sont pas mis en cause. Les zones d'activité économique sont ouvertes dorénavant, Madame Dernancourt l'a déjà été dit, et un certain nombre de critères paysagers ont été abandonnés, dont la question des zones sommitales.
Alors, la carte, elle est encore, je dirais, un peu malheureusement, et vous allez comprendre pourquoi, elle reste malheureusement utilisée un peu pour le moment comme un pochoir de contraintes, puisque les développeurs éoliens vont surtout regarder qu'est-ce qui n'est pas repris comme zone de contrainte sur la carte. Et la technique de la planification, elle consiste, ce que j'appelle à du remplissage de vide, mais souvent sans pas beaucoup de réflexion ni de composition paysagère. Je vais illustrer par un exemple que j'ai extrait sans aucune référence, comme ça. Donc, la carte des contraintes se présentait comme ceci. Elle est d'ailleurs, elle a été la plupart du temps téléchargée par les bureaux d'études qui travaillent sur les études d'incidence sur l'environnement. Et chaque projet est utilisé à partir de ceci. Et donc, vous voyez ici que les seules contraintes restantes, c'est le jaune, c'est-à-dire ce qui est le plan de secteur en dessous, la zone agricole. Et donc, ceci est un bon exemple d'un champ éolien qui est proposé simplement en essayant de se mettre au mieux par rapport à l'espace disponible. Vous voyez une éolienne, 2 éoliennes, 3 éoliennes, 4 éoliennes. Et donc, on aurait pu imaginer qu'ils aillent là, mais ils ne sont pas allés. À la question posée, mais pourquoi ne pas optimiser, c'est-à-dire maximiser cet espace disponible si vous pouvez mettre un champ éolien. Mais ici, donc, la point d'interrogation est sur un lieu dont ils n'ont pas pu acquérir la possibilité foncière. Là, ils ne l'ont pas développé tout de suite en se réservant pour l'avenir. Ici, par exemple, on n'est pas allé trop proche non plus pour des questions de disponibilité foncière. Et donc, j'appelle ça pas vraiment de l'aménagement raisonné, mais de l'aménagement des contraintes, si vous voulez. Madame Dernancourt a rappelé également la logique du premier arrivé, premier servi. Cette logique se poursuit et malgré les efforts des ministres successifs, il n'y a pas vraiment actuellement une réflexion sur l'optimisation du productible, ce que je viens de vous montrer précédemment, et ce sur quoi, par exemple, le pôle aménagement fonde assez souvent ses critiques par rapport à certains dossiers, mais a-t-on vraiment été jusqu'à une composition, je dirais, satisfaisante et un productible optimum pour les lieux que l'on choisit? Je pourrais rappeler également que même si le projet Sofico sur le théorique pouvait être intéressant, il a démultiplié des projets de 1 ou 2 mâts qui souvent tombent un peu comme des cheveux dans la soupe. Il a favorisé des projets inférieurs à 3 mégawatts pour avoir plus facile soi-disant administrativement. Et donc, il arrive très très souvent que l'on puisse avoir des projets qui ne valorisent pas le réel potentiel vent en puissance installée, simplement parce qu'on a voulu le mettre trop près de l'autoroute et que, en ne pas vouloir dépasser le mètre 50 à hauteur, puisqu'on est contraint par la distance à l'autoroute, on se prive d'une valorisation d'un potentiel plus important. Donc, à mon sens, toute cette évolution des 8 dernières années n'a pas vraiment rassuré ni entraîné l'adhésion de la population. D'ailleurs, un grand nombre de dossiers et de recours continuent. Alors, pour terminer, quelques éclairages pour une meilleure participation du projet éolien à l'aménagement de territoire. Je ne vais pas être du tout complet, mais je vais lancer plusieurs pistes et également de réflexion. D'une part, il faut savoir que les cartes des contraintes qui ont été dressées à l'époque et qui ont parfois été considérées comme insuffisamment précises
n'ont pas pu tenir compte d'un certain nombre de critères qui étaient non cartographiables, faute de données suffisantes ou dans l'impossibilité de délimitation territoriale. C'est par exemple le cas de la faune impactée, qui est principalement l'avifaune et les chiroptères, qui sont par essence mobiles et qui par essence ont des terrains de chasse ou des terrains de nidification ou des terrains d'hivernage qui sont, même si ce sont des résidents d'ici, ils peuvent être très différents. Donc, il y a une mobilité sans arrêt, d'où les études d'incidence sur l'environnement spécifique de chaque lieu sont importantes. Bon, vous voyez, par exemple, le patrimoine naturel au niveau de la Wallonie, la face orientale de l'ensemble de la Wallonie en regorge de manière importante. Autre exemple, en particulier sur l'avifaune et sur les chiroptères, dès 2008, Natagora faisait une première grande proposition d'identification de lieux sur lesquels il fallait éviter d'implanter des éoliennes. À l'époque, il y avait une certaine correspondance entre des zones, donc les zones sommitales de la Wallonie, les grandes forêts ou les grandes forêts que l'on a en Sud-Luxembourg. Mais comme la forêt et les zones sommitales ne sont plus considérées comme des zones à protéger, c'est l'avifaune et les chiroptères qui risquent d'en faire les frais. Deuxièmement, je voulais attirer l'attention sur le fait qu'à mon sens, on a insuffisamment tenu compte des types de paysages. En particulier, il faut bien se rendre compte que dans la Wallonie, mais aussi à l'intérieur de la province de Luxembourg, on a deux types de paysages très différents. Le plateau ardennais est un grand plateau ouvert qui, dans sa partie centrale, est relativement boisé. Ceux qui sont boisés, c'est en général les forêts, les versants des vallées qui sont couverts de forêts ou les fonds de vallée, mais les prairies qui sont sur les plateaux sont des grandes prairies ouvertes. Et dans un contexte comme celui-là, des champs éoliens posent beaucoup moins de problèmes que dans d'autres zones, et je pense en particulier au sud de la province de Luxembourg, qui n'est qu'une succession de dépressions, d'alternance de forêts et d'espaces plus ouverts, avec des déclivités qui peuvent atteindre aussi proche entre 70 mètres, c'est très régulier, et 150 mètres quand on est sur des fronts de cuesta comme la Bajocienne par exemple, et on ne tient pas toujours suffisamment compte de cette réalité. Un exemple, vous savez que dans le cadre de référence, cet angle des 14 degrés a été un peu fétiche pour dire qu'il faut, pour avoir une distance qui ne soit pas oppressante et voir une éolienne en vision, pourrait-on dire apaisée, c'est-à-dire où vous n'êtes pas obligé sans arrêt de regarder le bas et de regarder le haut pour voir l'ensemble de l'éolienne. 14 degrés, la tangente de 14 degrés, c'est 0,25, donc 25%, soit un quart. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a considéré, en combinant avec la distance nécessaire pour l'amortissement des émissions sonores, que 4 fois la hauteur de l'éolienne était une bonne norme pour considérer que le confort visuel est garanti. Mais si vous êtes dans une zone, par exemple, où on a une déclivité assez importante, alors j'ai schématisé, c'est bien sûr un schéma, le cas de Sompton, qui a été en enquête publique pendant cette année, où les éoliennes au sud de Sompton étaient situées grosso modo à 70 mètres d'altitude plus haut que le niveau du village, au-dessus duquel évidemment venaient s'implanter les 150 mètres de l'éolienne totale. Et donc toute la question qui est dans ce cas-là, si
la règle est le confort visuel des 14 degrés. Les 14 degrés ne doivent pas être appliqués à partir de là, mais ils doivent être appliqués sur la totalité. Ça veut dire que pour entrer dans l'angle des 14 degrés, l'éolienne doit être reculée. Ça veut dire que ce n'est plus 600 mètres, donc 4 fois 150 qu'il faut, mais c'est pratiquement plus de 1000 mètres. Et donc, c'est une spécificité assez importante de toute notre partie de la province de Luxembourg qui présente des paysages intégrés qui, à mon sens, devra être prise en compte, et le parc naturel de Gaume est en train d'étudier la question également. Une troisième réflexion, et je vais terminer par là. Donc, même si on peut s'accorder sur la sortie du nucléaire, puisqu'on ne maîtrise pas vraiment les déchets, et sur la décarbonisation de nos énergies pour contribuer à vaincre le réchauffement climatique et l'effet de serre. Donc, les stratégies de développement énergétique, je pense, doivent être aussi différenciées, et elles devraient également tenir compte des choix de développement, pas seulement communaux, mais supralocaux. Et par exemple, dans les zones rurales, ce sont les parcs naturels qui sont porteurs de ces projets de développement locaux. Et je fais référence à un débat qui s'est entamé pendant cet été dans le cadre du parc naturel de Gaume. J'ai vu que Madame Anus était là, elle était présente à cette discussion, où le parc naturel se pose la question de savoir si il n'est pas tout autant intéressant de valoriser l'ensoleillement du sud de la Gaume, la diversité patrimoniale de son avifaune nicheuse et migratrice reconnue et contributrice à l'échelle de la Wallonie, et dont on sait en fait que les populations de l'avifaune, bon, on parle du Milan, des Milans, on parle des chiroptères par exemple comme espèce phare, mais on parle aussi de la cigogne noire et autres. Donc en fait, les populations de ces oiseaux sont seulement en train de se reconstituer. Et donc c'est un enjeu majeur à ce que les dernières régions de Wallonie qui les abritent se donnent les moyens de les accueillir et de ne pas avoir de mortalité spécifique. De même également, il y a lieu de privilégier des paysages et la qualité écologique de son territoire pour des résidents et ses hôtes touristiques. Et donc, la question du développement éolien doit être réfléchie dans le cadre du mix global énergétique dont le photovoltaïque n'a pas encore donné tout ce qu'il pourrait donner aussi, mais pour autant, évidemment, qu'on ne commence pas à mobiliser des terres agricoles pour développer au sol du photovoltaïque et qu'on privilégie, par exemple, le secteur toiture. Je ne vais pas insister sur cette carte-là. Je vous remercie de votre attention. Donc, c'était quelques éléments de réflexion pour alimenter le débat. Je vous remercie.